Bonjour, Pierre-Luc Barré, fermier Yves Barré de Saint-Lamas. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, on va commencer, on va vous parler un petit peu de Spotify puis de Apple avec le référencement. Fait que si vous pouvez donner une note, ce serait grandement apprécié. Fait que meilleure qu'elle est la note, ben mieux que le podcast va être ranké dans les recherches et dans ces catégories de podcasts. Et puis aussi, pour donner un petit coup de main, à 4$ par mois, l'abonnement sur Patreon. Patreon, on est rendu, on a 3 épisodes dans le fond mensuel qui est exclusive aux abonnés Patreon. Donc, le Dion et Couture, remet tes pendules à l'heure. De Christian en équipe de 1, ça c'est moi qui est tout seul. Puis l'autre, c'est Dion et la team Patreon. Donc, avec les abonnés Patreon, une fois par mois, on se rencontre, on jase de tout puis de rien. Un peu comme une rencontre au resto du coin. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Luc Barré, un producteur de pommes de terre situé à Saint-Damas. Donc, salut Pierre-Luc. Salut Christian, ça va bien? Très, très bien. Toi? Yes, super. Good. Content d'être là avec toi ce soir. Ben oui, ça fait une couple de fois qu'on reportait le rendez-vous. Des choses qui arrivent. Mais non, je suis bien content moi aussi. T'es le premier producteur de pommes de terre, dans le fond, qui passe au podcast. Et tu vas nous raconter un peu toute l'histoire de la ferme, ton background aussi, là, depuis les débuts, depuis que tu es venu au monde, dans le fond, là. Bon, ben, je vais partir ça. Dans le fond, c'est mon grand-père, Gilles Barré, qui est parti de l'entreprise. Il était dans le domaine maraîcher, il y avait des animaux. Il faisait le marché de Sorel dans le légume, les tomates et tout. Puis mon père, de fil en aiguille, mon grand-père, il filait pas super bien. Mon père a acheté l'entreprise à l'âge de 25 ans, en 1982. Dans ce temps-là, mon grand-père était précurseur, il faisait de la betterave à sucre pour la raffinerie de sucre. Mon père a repris l'entreprise dans l'optique de continuer la betterave à sucre. Puis c'est comme ça que ça a parti. Puis quand que la raffinerie de sucre a fermé, je me souviens plus exactement en quelle année. Ça a été un coup dur pour mon père parce qu'il commençait dans l'entreprise. Il venait de racheter l'entreprise, puis c'était une grosse étape pour sa carrière. Puis de fil en aiguille, il s'est mis à faire la grande culture, ce qu'il ne faisait pas dans le passé. Il a commencé avec maïs grain soya. Il a incorporé du maïs sucré aussi avec ça. Mon grand-père a toujours été dans le domaine de la transformation. Quand j'ai dit transformation, dans le passé, il y avait Légubec à Rougemont qui faisait la transformation de tomates haricots, je crois, de mémoire. Je n'étais pas né, là, fait que c'est loin. Là. Fait qu'on a tout le temps été affiliés proches à la légumes de transformation. Puis mon grand-père aussi faisait la récolte de maïs sucré pour les produits de la sonde. Puis, ouais, vas-y, Christian. Tu sais que souvent, les premiers maïs sucrés qui sortent au mois de juillet, ça arrive souvent, ça arrive de Saint-Damas. Ça arrive-tu un peu mettons, via tes terres ou des voisins? Ben, moi, dans le fond, je suis producteur de maïs sucré hâtif. Mon dada, c'est d'arriver le premier sur le marché. OK. C'est vraiment ça. Là, on met tout en œuvre pour arriver le premier. Puis cette année, en 2021, on est arrivé pas mal d'un premier avec les gens de Saint-Rive-Nord. Là, fait que je suis bien fier de ça. Bien fier. Puis la betterave à sucre.
était où la raffinerie? Étais-tu à Saint-Hilaire? Il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça. Oui, exactement, elle est à Saint-Hilaire. Puis c'était monnaie courante à Saint-Laurent. Tous les producteurs ont fait de la betterave à sucre. L'usine est à côté. Tout le monde y allait avec son petit sirop dompé à l'usine. C'était la culture là, en général là, pour la région de Saint-Lamas. Quand la raffinerie a fermé, ça a été un coup dur pour la majorité des producteurs. Là. Pas nécessairement mon père, là, mais la majorité de l'ensemble des producteurs, c'était difficile. Ouais, ben surtout, c'est une culture qui est rentable, là. Là, tu te trouves à la perte parce que là, c'est un peu ce qui est de valeur, c'est que tu n'avais rien qu'un acheteur, une usine qui te transforme. Fait que de la minute qu'elle ferme, ben, fini. Faut que tu passes à d'autres choses, là. Exactement. Fait que de fil en aiguille, mon père s'est ressourcé, puis il a commencé le piment fort, jalapeno, banane, cerise, pour les aliments curry et les aliments white. Tout récolté manuellement. On avait de 75 à 125 employés au champ. C'était quand même de la peau. Là. C'est du stock, là. Ouais, souvent, les maraîchers, il y avait des runs d'autobus qui ramassaient du monde pour aller dans les champs, là. Exactement. La run d'autobus rentrait, puis j'ai pu connaître ça là, quand j'étais jeune, là, puis j'ai pu connaître aussi la transition là, super intéressante. Mon père avait retrouvé, avec l'aide d'un de ses grands chums, une récolteuse traînée à un rang, parce que tous les piments étaient faits sur paille plastique, en but, en rang. Puis, il avait trouvé une aide récolteuse qui éliminait, je te dirais, mettons dans le maximum, dans le pic de la saison, là, il éliminait 100 personnes. Fait que c'était un grand tournant qui est arrivé avec l'arrivée de cette récolteuse-là. Puis, ça a fait sauver beaucoup de choses. Puis toi, chez vous, j'imagine que tu es principalement dans les terres de sable. Pas du tout. Ah non? Pas du tout. Assez que y a beaucoup de gens me posent la question comment est-ce que je fais pour faire des pommes de terre dans ces types de sols-là. Moi, je suis dans les lombes. Lombes sableux, lombes argileux. C'est vraiment ça que je suis. Là. Il a fallu que j'adapte mes techniques de travail là, pour réussir à faire de la pomme de terre. C'est un défi de faire de la pomme de terre dans les types de sol là, que je suis. OK. Puis, on va y revenir plus tard pour les pommes de terre. Bon, là, on a parlé de la raffinerie de sucre. Puis là, les cultures que vous aviez faites, comme la récolteuse de piment, je pense, c'est ça que tu disais? Exactement. On a fait du piment fort, on a fait de la tomate verte pour les aliments white, je crois, de mémoire, là, vite. Là. On a cessé cette production-là en 2010, exactement. Ouais. 2010, puis on a changé de production. On s'est mis à faire de l'oignon espagnol. Toujours en gardant le maïs sucré, haricots de transfo par la bande. Puis, il est arrivé en 2012. Quand j'ai fini le TA, dans le fond, c'est mon projet de fin de deck, c'était le rachat de l'entreprise familiale, mais aussi je voulais partir d'une culture. Puis on avait décidé, mon père et moi, essayer la pomme de terre. Avec un autre producteur dans notre rang. On a fait 30 acres. Puis maintenant, on en produit 370 acres. C'est un peu ça le cheminement de l'entreprise. Là, à l'heure actuelle, quand mon grand-père a parti ça, mon père a repris ça, puis moi, je suis en train de reprendre ça. On a changé beaucoup de culture, on a évolué, on n'a pas peur du changement. Puis je pense qu'on est en train de faire un beau succès avec la pomme de terre, malgré le type de sol qui est un défi pour nous. Question de même, là, un oignon espagnol, c'est quoi au juste? Un oignon blanc ou... Oui. Ouais, c'est un oignon blanc, un gros oignon, dans le fond, pour la transformation, qui était dédié 100% pour Bonduelle. 100%, puis finalement, Bonduelle ont cessé la production d'oignons espagnols au Québec. Oui, mais dans le fond, il avait cessé l'approvisionnement d'oignons espagnols produits au Québec. Ça approvisionnait, je pense, en Ontario ou au Mexique. Je ne me souviens plus exactement de l'endroit. Là. Mais c'était une bannière marginale pour eux autres. Là, fait que, il avait cessé. Fait que là encore, il fallait changer de production. J'avais décidé de me lancer dans la pomme de terre.
Fait que c'est un défi en soi, là, être maraîcher, puis quand tu perds des marchés comme ça, là, parce que là, toi, dans le fond, tu trouves à produire souvent pour des gros transformateurs. Exactement. Puis C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Puis la pomme de terre, c'est pareil aussi? Oui, exact. Exact. La différence avec la pomme de terre, au Québec, c'est quand même un marché très niche qui est géré par une fédération, ce que dans l'oignon espagnol ou c'est géré par une fédération aussi, là, parce qu'on tombe dans les légumes de transformation, mais vu que la pomme de terre, c'est un marché super niche, comme je l'expliquais, c'est hyper bien géré par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec. Fait que chaque marché est vraiment bien contrôlé, bien géré par chacun des comités qui permet d'une santé de chacun de ces transformateurs, puis d'emballeurs, puis de semenciers. Fait que il y a plusieurs débouchés que dans la pomme de terre qu'on a versus que dans l'oignon espagnol, on n'avait pas. C'était marché frais ou transformation. Que dans la pomme de terre, tu peux diversifier, tu peux faire la semence, tu peux emballer, tu peux vendre à des emballeurs, tu peux vendre à des transformateurs, tu peux transformer. Il y a beaucoup plus de choses qui est accessible à tous les producteurs. Essayes-tu plusieurs variétés de pommes de terre? Oui, exact. Moi, dans le fond, on est concentré beaucoup dans le... J'ai 50% de mon volume qui est de la Chieftain, c'est une variété rouge. C'est un produit qui est... Dans le fond, ces pommes de terre sont transformées majoritairement pour la cage au sport. Ah oui? Oui, la majorité du temps, là, c'est un produit spécifique à la cage au sport. Puis d'autres restaurants au Québec. Puis l'autre 50%, c'est tout ce qui est variété recette. Variété plus style américain, là, faire des frites blanches McDo. Donner un aperçu, là. Le McDo, c'est de la Idaho. La grosse patate. Ouais, c'est ça, exact. McCain. Puis, est-ce que tu... Parce que là, la pomme de terre, là, okay, on va essayer de décortiquer ça. On connaît pas ça, là. Ouais. On va faire un peu comme j'ai fait avec M. Oldstone pour les canneberges. Okay. Au printemps, comment tu fonctionnes avant de faire tes rangs de patates, là? Parce que tes billons sont pas là en permanence, là. Non, il y en a que c'est des billons en permanence, mais dans mes types de sol, je fais comme dans le maïs grain en culture, je sème quand mon lit de semence est prêt. Bon, après commencer dans les pommes de terre, je reçois ma semence qui est certifiée, que j'achète d'un producteur de semences qui vient souvent du lac Saint-Jean ou du bas du fleuve, des territoires protégés par l'agence, qu'on est sûr que c'est de bonne qualité pour qu'il y ait des problèmes. Ça arrive en vrac, j'imagine. En vrac ou en taupe, tout dépendant de le volume que tu as contracté. Puis, moi, dans le fond, la première étape, c'est que je calibre toute ma semence. Je sépare la grosseur de semence. D'un côté, les grelots, je les sèmerai. De l'autre côté, c'est des pommes de terre qui s'en vont se faire trancher en deux. On appelle ça faire la nidification des pins. Ah ouais? Parce que dans le fond, la pomme de terre est trop grosse. On achète de 1 once à 10-12 onces de grosseur de pomme de terre. Fait que à 10-12 onces, c'est impossible de semer ça avec le planteur. C'est trop gros, là. C'est une patate qui se consomme. Okay. Ça arrive, c'est tout mélangé. Toutes les grosseurs, pas possible. Ah ouais, OK. Mais tu peux. Moi, je demande souvent le 16 que je vais avoir pour être capable de séparer en deux. D'un côté, je tranche, d'un côté, je semerai. Mais la majorité du temps, les gens achètent d'1 once et demi à 10. OK. Et moi, j'ai vraiment un 16 spécifique à ce que j'ai besoin, surtout dans mes types de sol, vu qu'au printemps, quand il pleut, c'est plus long à pénétrer l'eau. Fait qu'il faut que je sème le plus possible de pommes de terre qui sont rondes. Parce qu'une pomme de terre qui est coupée, c'est comme une entrée de maladie. C'est comme quand tu te coupes la main ou tu te fais une plaie, dans des dangers de rentrer des bactéries. OK. Ben dans le fond, fait que là, je reçois la semence, je la conditionne, je mets les traitements de semences pour les insecticides, fongicides dessus. Si je la mets sur la semence ou bien je la mets dans le sillon. Après ça, je conditionne la température pour les réveiller, dépendant de quand est-ce qu'on voit qu'il y a une plage horaire de 7 à 10 jours qu'on est capable de semer. Puis
c'est ça, on augmente la température pour réveiller les tubercules, pour qu'il y ait un mini-germe, là, un 16, un 8, un quart de long, là, juste pour qu'ils soient bien à point. Que quand on va les transplanter au champ, puis les mettre dans le sillon avec l'engrais puis les fongicides, qu'on soit sûr que la semence va décoller one shot. Le traitement de semences, c'est quel traitement de semences que tu mets là-dessus? Est-ce que c'est la même affaire qu'en grande culture, mettons du Maximap Run, des trucs du genre? C'est un peu dans le même type, sauf que c'est vraiment le Syngenta, Bayers ou nomme-les tous les commerçants ont des produits spécifiques pour la pomme de terre. Ça peut être du Cruiser Max qu'on peut retrouver dans la grande culture aussi. Mais on a chacun des producteurs a sa recette pour l'insecticide et le fongicide. OK. Fait que là, bon, t'as trié tes patates. T'as-tu une machine, dans le fond, où quand les grosses patates rentrent dedans, il y a un couteau puis qui coupe... OK. Un peu comme un processeur à bas de chauffage, là. Ça vient fendre la patate en quatre, là. Exactement. Tu as un séparateur. Dans le fond, la trancheuse de pomme de terre, elle coupe en deux. Un coupe 2, un coupe 4 puis un coupe 6. Comme un processeur de bois de chauffage. Ouais, tu peux changer tes couteaux pour... Exactement. C'est ça. Mais dans le fond, c'est juste que tu calibres ta semence. Les grosses patates s'en vont se faire couper en 6, les moyennes en 4. C'est sûr qu'il faut qu'ils se fassent trancher en 2, mais ils se font trancher en 2. C'est hyper simple à ajuster. Tu sèmes ça à quelle profondeur, tes patates? Moi, je sème ça au niveau du sol. Juste à cette terre qui est un peu par-dessus, mais pas trop, là. Oui, exactement. Mais cette année, en 2021, avec la sécheresse qu'on a eue au printemps, c'était difficile pour moi. OK. Lever pas uniforme, parce qu'il manque d'humidité dans le sol. C'est ça qui est difficile dans les lombes argileux, lombes sableux. Si je plante trop profond, je vais avoir beaucoup de pourriture de planton s'il arrive un gros désastre d'eau au printemps. Fait que tu sais, c'est pas de jouer à roulette russe, là, mais faire y aller à peu près avec ce que tu penses. Là. Bon, ben, regarde, avec les années, j'ai fait mon protocole. Moi, je sème les pommes de terre, puis je mets 1,5 pouce, 2 pouces de terre par-dessus, c'est tout. Mais je m'arrange pour les semer quasiment au niveau du sol. Puis je rehausse le rang. OK. Tu le rehausses une fois qu'il est germé? Oui, exactement. Aussitôt que c'est germé, là, je mets mon engrais, mon side dress, qu'on appelle. Comme un peu quand on revient du 32 ou de l'urée volée dans la grande culture. Le même principe. Parce qu'on fractionne beaucoup dans la pomme de terre. Puis, je reviens rehausser mes rangs. Mais là, quand tu viens faire du side dress, tu ne dois pas mettre ça dans l'entre-rang, ton engrais, parce que là, elle se trouve être loin des patates un peu. Parce que là, tu sais, t'es comme dans le fond du trou, puis les patates sont dans la butte. Ah, ben c'est ça. On vient vraiment positionner la patte du sarcleur à 1,5 pouce du tubercule dans la butte. Fait que faut vraiment que le GPS soit au poil. au poil de valise. Puis tu dois avoir un guidage par caméra aussi sur le cercleur? Pas du tout. Non? Pas OK. du tout. Non, je me garde quand même la marge de manœuvre. Je dis 1,5 pouce, ça peut être 2 pouces, là, mais avec la précision GPS, ça va assez bien. Puis je m'arrange pour que mes bras de sarcleur soient assez bien stiff là, pour que ça s'enligne à bonne place. OK. On a semé les patates. Il a commencé à pousser. Tu as commencé à les renchausser. Tu renchausses combien de fois dans la saison? Chez nous, on renchausse une fois, mais en deux temps, je te dirais. Quand on commence à renchausser, nous autres, c'est 7 jours non-stop. Quasiment c'est 24 sur 24 des fois. Parce que moi, je renchausse quasiment de dernière minute pour avoir des petites billes au niveau des plants. Des petites billes, des petites pommes de terre. Là. Oui. Un coup que ta pomme de terre est presque formée, bébé-fille, c'est mieux de renchausser à ce stade-là parce que quand tu renchausses trop tôt, les rhizomes qui sont dans le sol veulent remonter à la surface parce qu'on brasse le sol. Il est comme plus friable. Quand la bille est faite, c'est comme un haltère au bout d'un bras, c'est dur de le lever.
OK. Fait que un coup qui est implanté là, tu as moins de danger d'avoir de pommes de terre vertes. Fait que moi, j'attends vraiment les dernières minutes, puis je renchose 2 à 3 fois back-à-back, tout dépendant de mon type de sol que j'ai dans ma parcelle. Si c'est du long margileux, on passe 3 fois consécutifs dans la même parcelle. On peut être 2 jours dans le même champ. OK. Pour être, mettons, on a 80 arbres, puis que c'est du long margileux, mais on passe 2-3 jours, on renchose 2 puis 3 fois back-à-back pour essayer de défaire les agrégats, défaire les mottes d'argile, pour éliminer les problèmes à l'automne d'avoir beaucoup de mottes. Ouais, c'est sûr. Puis là, de la manière que tes terres doivent peut-être être nivelées aussi. Tout nivelé, tout drainé, tout nivelé en fête, toute la gang. En fait, mais là, il faut que. Parce que là, quand tu fais des rangs de patates, il faut que ça coule vraiment dans le sens du champ, là. Ouais, exact, mais souvent, il faut que tu pognes ta pelle à rigole. OK. Ah, t'as pas le choix parce que c'est quand même des bons rangs, là. Quand tu es dans le fond de rang, la butte t'arrive aux genoux. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait comme des bonnes tranchées, là. Fait que c'est important de faire d'éliminer l'eau en bout de rang, c'est bien sûr. Les rangs de patates, là, c'est espacé à combien de pouces? 36. 36 pouces, OK. Ouais. Le standard est 36. Il y en a qui c'est à 30 pouces. Il y en a beaucoup qui reviennent à 30 pouces. Il y en a qui c'est un petit peu plus loin même aussi. Tu sais, il y a plus. Tout dépendant de quel secteur on se situe, mais en Amérique du Nord, là, c'est beaucoup 36 pouces. OK. Bon, là, après ça, tes patates sont renchosées. Puis là, si je me fie, mettons, une fois dans L'amour et dans le prix, il y avait un producteur de patates, puis à tous les soirs, il m'a allé faire une tank. Fait que... fait que là, tu te mets après ça, il doit y avoir des fongicides, des insecticides à mettre, parce que là, c'est vraiment des bébêtes à patates, puis les maladies. Ça a l'air assez sensible, là, des pommes de terre, le veut pas, là. Des pommes de terre, c'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui est moins le fun, c'est que tu lui donnes de l'amour, elle va réagir. Mais c'est hyper capricieux. Tout ce qui est maladie fongique, tout ce qui est insecte, ça prend pas de temps puis tu perds le contrôle. Moi, c'est pas compliqué. Cette année, on a arrosé pour la phytoprotection, point de vue insecticide, et des insectes. On est rendu quand même. On a des bons produits maintenant. J'ai pas fait beaucoup d'applications d'insecticides. C'est souvent des fongicides en préventif. Pour pas que le milieu rentre dans le champ, pour se retrouver des problèmes en entreposage. Fait que on arrose assez fréquemment, aux 7 à 14 jours, je dis, entre les interventions à toutes les fois. OK. Ça fait beaucoup de fois durant l'été. Nous, chez nous, à la ferme, on avait un pulvérisateur traîné quand on a commencé les pommes de terre. Puis maintenant, depuis 3 ans, on est rendu qu'un automotrice. J'ai sauvé en temps de vie, là. Puis vie familiale, j'arrose tout dans la même journée, ce que j'arrosais en 3 jours avant. Ah, c'est bon, ouais, là, ça marche, là. C'est pas la même affaire comme machine, là. Non, c'est ça. Fait que c'est à quel point qu'on investit beaucoup d'argent dans le pulvérisateur parce qu'on est tout le temps assis là-dedans pour avoir de la qualité à offrir aux consommateurs puis avoir un beau produit sain, en santé, qu'ils vont vouloir le consommer, sa tablette. Autant dans la frite que dans la table. Ben on n'a ouais, pas le choix. Ben non. Puis là, tu les as traités toute l'année. C'est quoi qui dit que c'est le temps de les récolter? Tu déterres, ils sont rendus à la grosseur parfaite, ou ça dépend de ton client qui dit, je voudrais avoir des patates de telle grosseur, ou des batchs de plus petites, ou... Ben, tout dépendant de chaque marché. Moi, je suis dans le transfo. C'est jamais pareil. D'une saison à l'autre, c'est jamais pareil. Exemple, une saison qu'on a eu peu d'abondance de récolte l'année d'avant. Les entrepôts se sont vidés excessivement vite. Là, il manque de pommes de terre pour processer à l'usine. Là, des fois, on n'a pas le choix. Il faut commencer autour du 15-20 août. OK. Comme d'autres saisons on n'est pas obligé de commencer tout de suite. Ça peut être vraiment fin août, début septembre. Mais souvent, moi, je fais mon tour, là, puis je prends mes 10 pieds, je calcule mon rendement, je check la grosseur du tubercule, j'envoie des photos au transformateur, à l'acheteur,
Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait-tu à ton goût? Tu sais, c'est un commun accord, là, souvent. Là, puis l'autre point que tu peux te rendre compte que c'est prêt à récolter dans les variétés tardives, c'est que tu vois que, comme dans le soya, dans le maïs, tu vois que le plant il devient mature. Là, dans les pommes de terre, c'est qu'il se défend, il vide ses sucres, il transloque ses sucres de ses feuilles. De ses feuilles vers les tubercules. Puis bien souvent, pour être sûr d'avoir une belle maturité des pommes de terre, on va, comme dans le soya, on va utiliser un défanant, le réglone, pour vraiment envoyer le signal de l'horloge biologique, dire bon ben là, on mature, on se met une couenne sur le dos, on épaissit notre pleure pour l'entreposage pour l'hiver parce qu'il va faire fret. Fait que tu sais, c'est vraiment pour lui donner un signal de dire bon ben c'est le temps, là, on est sur le point de se faire récolter. OK. Puis ensuite de ça, là, on est rendu, mettons, à la récolte. Là, il y a plusieurs étapes, je pense, à la récolte. Il faut que tu arraches les plants, il faut que tu les andaines. Après ça, tu repasses avec une récolteuse qui va trier les mottes de terre des patates, mettons. Là. Ouais. Dans le fond, nous autres, chez nous, à la ferme, on a commencé avec une andonneuse 2 rangs. Maintenant, on est rendu avec une andonneuse 6 rangs. On soulève 6 rangs de la shot, que l'andonneuse met toutes les tubercules de pommes de terre, autant les mottes que les bouts de racines entre les rangs. Puis moi, je passe avec la récolteuse 2 rangs, je ramasse 8 rangs de la shot quand il y a beaucoup de mottes. Puis des fois, on fait des doubles passes qu'on appelle dondins. Des fois, je récolte 14 rangs de la shot aussi. Quand on est dans les lombes sableux, où est-ce qu'il n'y a pas pantoute de mottes, c'est super beau. Puis avec la récolteuse, sur ma récolteuse, j'ai un système à l'air qui permet d'éliminer, je dirais, 75 à 85% des mottes et des roches par un principe d'air. Après ça, c'est chargé dans des remorques à courroie, comme un peu les trailers à asphalte qu'on voit de plus en plus. Les trailers ABS, mettons, là. Oui, exactement. Moi, c'est vraiment des trailers Lockwood que j'ai achetés exprès pour les pommes de terre. Puis les trailers de 20 pieds, on en a 4 à la ferme. Puis dans le fond, là, mes chauffeurs, mes 4 chauffeurs, ils se promènent sur la route avec les tracteurs puis les remorques. Ils s'emmènent, moi j'appelle ça à l'usine, mais à l'entrepôt chez nous. C'est vidé dans une grosse trémie de 65 000 livres à peu près. Pour justement augmenter la rapidité de récolte parce qu'on génère beaucoup de volume. Les pommes de terre, c'est beaucoup de volume à l'autre à sortir d'une parcelle. Fait que c'est hyper long le processing. Après ça, c'est acheminé par des convoyeurs, des tables de classement. J'ai du monde qui classe, qui enlève les mottes, les roches qui restent. Puis là, c'est banké en vrac, vraiment dans les entrepôts qu'on a bâtis en 2018. J'ai une partie en vrac, puis j'ai une partie en boîte aussi. OK. Fait que ton entrepôt, c'est pas mal chez vous. Tu fournis tes acheteurs au fur et à mesure qu'ils en veulent. Exact. Moi, dans le fond, là, pour donner un ordre de grandeur, je ship environ 25% de mon volume à récolte. Je récolte, c'est ship à l'usine, c'est transformé immédiatement. Puis la balance, c'est entreposé. Comme un peu dans le maïs grain, je fonctionne souvent comme ça parce qu'il manque de réserve. Là. Fait que c'est un peu le même principe. On va chercher un peu de cash à récolte, puis les restants, mais on vend au courant de la période de récolte. La période de l'hiver, plus. Puis là, ce que tu entreposes, là, est-ce que les pommes de terre sont lavées ou sont complètement encore pleines de terre, puis tu as la butte avec ça pleine de terre? Sont pleines de terre. Elles sont juste... parce qu'une pomme de terre lavée va s'entreposer pas mal moins bien qu'une pomme de terre qui a encore sa terre avec elle parce qu'elle est comme dans son monde. OK. Dans le fond, ce qu'on veut représenter dans un entrepôt de pommes de terre de vrac en boîte, on va essayer de représenter ce que le sol fait. On est à 98-95% d'humidité avec une température fixe, pas trop de variantes. Tu sais que c'est vraiment long à augmenter la température ou c'est vraiment long à descendre la température pour pas choquer la pomme de terre. C'est un peu le même principe. Faire une image, c'est qu'on veut reproduire où est-ce qu'il était
pour justement les endormir et leur dire, bon, ben, à la période voulue, mais on va vous sortir. Dans le fond, c'est un peu comme des œufs. Les œufs, là, si tu les laves pas, tu peux les laisser sur le comptoir. Si tu les laves, il faut que tu les mettes dans le frigidaire. Puis des pommes de terre, c'est aussi fragile qu'un œuf. Tu sais, aussitôt que les blessures mécaniques sont tellement importantes, là, les points de chute, c'est ce qu'on regarde le plus souvent. Moi, chez nous, à la ferme, là, mon père ne fait que ça. Regarder les points de chute entre les convoyeurs. Quand mes gars déchargent les remorques, ils ont-tu levé assez l'élévateur pour pas que les patates tombent de trop haut? On a un tape à mesurer, là, pas rien, c'est juste pour regarder les drops. Parce que chaque blessure interne peut causer des problèmes en entrepôt. Puis ton acheteur va être bien moins satisfait parce qu'il va se retrouver avec du black spot, qu'on appelle, des plaques noires dans la pomme de terre. Oui. Ben, donc, comme un œil au beurre noir, là, si on veut. Exactement, exact. Pas mal le même principe. Mm-hmm. Fait que là, bon, tu gardes tes patates, tout est entreposé, c'est température, humidité vraiment contrôlée. Parce que c'est sûr que des fois, ça arrive que dans les maisons, on a beau avoir un garde patate Tupperware, mais ils germent pareil là-dedans. Là. Ouais, exact. Nous autres, on a, tout dépendant de la variété, là, Christian, il y a des variétés, surtout dans le transfo, c'est le nerf de la guerre, c'est l'entreposage. Toutes les variétés recettes qu'on veut avoir une couleur de pomme de terre qui va être blanc comme une feuille là, à la cuisson, il faut que tu entreposes ça à des températures plus chaudes qu'à la normale. Ce qui veut dire entre 9 degrés Celsius à 12 degrés Celsius. On s'entend qu'à ces niveaux de température-là, la pomme de terre a tendance à germer. Là, ce qu'on vient faire, nous, on vient mettre un gaz en entrepôt pour les faire endormir. OK. C'est quoi, du CO2? C'est du CPC qu'on appelle. Il y a des compagnies qui font ça au Québec. C'est dans le fond, ça vient comme mettre une pellicule de cire sur la pomme de terre. Pellicule de cire, c'est imagé, là. Ça vient vraiment endormir la pomme de terre pour lui dire, bon, ben, on brise pas ta chaîne de réveil, là. Là, la pomme de terre est cicatrisée, en voulant dire, inconditionnée pour l'entreposage. On vient appliquer ce gaz-là pour les entreposer à plus long terme. Puis, that's it. Mais les variétés, j'ai des variétés comme la rouge, qu'elle, on entrepose à 4 degrés, 3-4 degrés Celsius. Avant de gazer un entrepôt comme ça, je peux faire un méchant bout, là, parce qu'à 3-4 degrés Celsius, la pomme de terre est endormie. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça la différence. Puis ton entrepôt de pommes de terre, tu dois avoir plusieurs sections, puis j'imagine que chaque section doit avoir son contrôleur de température et d'humidité. Exactement. En 2018, on a... parce qu'avant ça, j'avais pas d'entrepôt. Là, on marchait fil run, dans le fond, aussitôt qu'on le transformateur appelait, on chipait nos pommes de terre, mais c'était rendu trop stressant à la grandeur qu'on avait là, pour pas avoir l'entrepôt. Puis en 2018, on a décidé de bâtir des entrepôts. On a bâti 20 000 pieds carrés d'entrepôts. J'ai 2 entrepôts de 3,5 millions de livres chaque. Puis, dans le fond, chaque entrepôt a son système qui est géré, qui gère le CO2, la température, l'humidité, alléluia. Là. Puis, je sais exactement quel nombre de CFM qu'on ventile dans les pommes de terre. Puis, je contrôle tout à distance. Là, mais j'ai aussi des entrepôts moins sophistiqués, des entrepôts à court terme que j'appelle qui me permet de générer de l'entreposage à court terme, puis qui me permet de stocker mon superflu d'entreposage, de récolte, excuse. Penses-tu t'en venir dans le futur avec pour ensacher tes propres pommes de terre, les laver, puis les préparer, puis les vendre au supermarché ou peu importe? Ben, je pourrais pas te dire, je serais menteur de te dire que c'est pas quelque chose qu'on regarde pas. Pour l'instant, avec la compagnie avec qui on fait affaire,
On a une super synergie. Je suis à côté de l'usine, je suis à côté des marchés. Il m'appelle souvent le dépanneur barré parce que l'usine est à Saint-Hubert, puis moi, je suis à Saint-Amand. Je suis un de ses producteurs les plus proches de l'usine. Souvent, fait que, tu sais, on a une relation intéressante. Puis, mais il ne faut jamais se bloquer quoi que ce soit dans les ouvertures de nouvelles idées. Mais pour l'instant, on est bien à nos chaussettes. Là. Oui, mais il reste que ça doit être un marché qui est quand même assez saturé d'une personne. Tu sais, si tu veux rentrer au Super C, il faut que tu tasses les producteurs qui sont déjà là. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas évident rentrer dans ce marché-là, là, puis il faut être hyper performant parce que c'est des gros emballeurs. Là. C'est des Dolbeck de ce monde, c'est des Isabelle, c'est des Pinsonneau, c'est tous les gros emballeurs du Québec, là, puis producteurs aussi. Fait que non, c'est pas évident de faire sa place dans ce domaine-là. Puis moi, dans mon type de sol, aller faire de la pomme de terre de table, je serais menteur de dire que je vais avoir un produit parfait. Parce que, dû à mon type de sol, j'ai un petit peu plus de blessures dû au motte, dû à mon type de sol. Fait que, au point de vue visuel, je suis dans l'ombre sableux, il n'y aura pas de problème. Ça va être une pomme de terre nickel, comme dans le sable. Mais je suis sur dans le long argileux. Quand c'est hyper sec, comme qu'on a eu au début de l'automne cette année, en 2021, j'ai beaucoup plus d'égratignures au point de vue de la pleure de la pomme de terre. Ce qui fait un aspect négatif pour le consommateur parce que le monde achète avec les yeux. Fait que si le produit n'est pas beau visuellement, il ne le consommera pas. Ouais, c'est un peu ça qui est plate. Bon, ouais. Là, toi, tu as 370 acres de patates. Tu as quelle grandeur de terre au total de tout? Chez nous, à la ferme, on possède à nous 650 acres. La balance est louée. On produit, regarde, l'année passée, on avait 890 acres en production. Cette année, on s'enligne autour de 1010 ou 1020, des terres que j'ai louées un peu plus. Fait que grosso modo, c'est ça. Là, on tourne avec grande culture, maïs-grain seulement, parce que c'est les mêmes maladies, sclérotinia, pommes de terre. Fait que je fais pas exprès pour jouer dans les mêmes gammes. Maïs sucré, je fais une trentaine d'acres de maïs sucré, marché frais, hâtif. Haricots de transfo pour Bonduel. Grosso modo, c'est ça. Là, Comme les haricots extra fins? Ouais, exact. OK. Mais le nerf de la guerre pour nous en ce moment, c'est l'ancrage. Les superficies. Moi, ça me prend. À matin, ça me prend. Pour être à l'aise, là, pour augmenter mes ancrages de pommes de terre, les objectifs que j'ai en tête, il faudrait que je monte à 1500-2000 acres de terre pour avoir une belle rotation saine. OK. Puis là, tu as combien d'employés présentement? Il y a moi, mon père, ma conjointe qui est à comptabilité, ma mère à comptabilité, puis un employé temps plein. That's it. OK, mais dans le temps des récoltes, il doit y avoir plus de monde. Dans le temps des récoltes, là, on monte à 21 à peu près. Beaucoup des travailleurs étrangers? Non, pas du tout. C'est tous des gens pré-retraités ou à la retraite. Je suis vraiment chanceux, là. Sérieusement, là, parmi la pénurie d'employés, mais moi, j'ai toute la crème de la crème. Là. Les travaillants qui n'ont pas peur sont tout le temps présents et qui ne demandent pas des congés à gauche et à droite. Fait que, tant que ça va me suffire, pour l'instant, je vais rester avec mes retraités, mais on envisage là, à moyen court terme là, d'opter pour des travailleurs étrangers. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est sûr qu'avec le maïs sucré et tout, surtout si tu veux grossir de terre, ben je m'aime que tu vas faire de plus de maïs sucré, pas rien que des patates, là. Non, exactement. Écoute, là, tu me disais que, bon, tu as 50% c'est de la rouge pour aller pour faire des patates au four, mettons, chez Cage au Sport. Tu fais de la recette. Y a-tu d'autres sortes de patates que tu as déjà essayées qui fonctionnent pas trop bien? Que tu as d'autres marchés, tu sais, y a-tu
mettons, tu veux faire des chips, ça prend-tu une patate spécifique pour faire des chips, par exemple? Ouais, dans le fond, les chips, là, ça prend des variétés à poids spécifique hyper élevés. Parce qu'on vend un poids. Ouais. Moins qu'il y a de chips dans le sac pour le même poids, plus que c'est payant pour le transformateur. Fin? OK, ouais. Plus C'est que comme d'air si dans le sac, mieux c'est. Exactement. C'est comme quand tu récoltes ton maïs grain avec 73-74 kg à l'hectolitre versus à 64. C'est le même ouvrage, là, mais t'as pas le même volume à la fin. Ouais, c'est parce que quand tu récoltes du maïs à 73, parce que ta saison était belle, c'est à 64, la saison t'es pas belle, puis le rendement il suit. Non, exactement. Puis tu sais, dans la croustille, c'est ça. C'est des variétés vraiment spécifiques pour ça. Lay's ont développé leur propre variété privée pour aller chercher des poids spécifiques hyper élevés. Moi, j'appelle ça, c'est des roches. Mange pas ça en patate au four, mange pas ça en frites, c'est pas mangeable. Ah ouais, OK. C'est hyper farineux, c'est hyper fibreux, c'est un maïs à 78, exemple. Ben, c'est sûr que la patate, dans le fond, qui fait de la chip, faut pas qu'elle se défasse quand elle est rendue tranchée mince. Exact. C'est un peu le défi, là. Une fois qu'elle est cuite, puis qu'elle se fait brasser, faut pas qu'elle casse facilement. C'est ça, exactement. Parce que je sais pas, justement, vas-y. Je sais pas si t'as écouté à Canal Historia, une émission qui s'appelle La bouffe qui a forgé l'Amérique. Puis dernièrement, justement, il y a eu une émission qui parlait de Lay's, puis de Fritos de son bar. Mais là, il y a eu la nouvelle émission. Là, c'est Lay's contre le créateur de Pringle. Parce que dans le temps, les chips, ils se défaisaient facilement. Ils cassaient. Fait que là, Pringle, c'était Procter & Gamble. Tu sais, ceux qui font du savon, là. C'est eux autres qui ont créé les chips Pringle. C'était de réussir à trouver une recette, faire de la pâte de patate, la déshydrater, la réhydrater pour faire un produit uniforme, qui était solide et qui ne casse pas. Exact. C'était tout un défi, là. Fait que là, c'était essayer de plusieurs sortes de patates. Mais là, du bord de Lay's, ils n'ont pas parlé. Ils n'étaient pas rendus là encore là, pour faire créer le patate. Là, mais c'était le défi, là, tu sais. C'était un peu nouveau dans ce temps-là, là, quand ils vendaient des chips, là, parce que avant ça, les chips, ça moisissait. À ce temps, je verrais pas ça, des chips moisir, là. Exact. Fait que, j'ai pas écouté cette émission-là, là, mais j'ai déjà visité une usine de transformation de croustilles. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Le procédé, puis l'acheminement, puis autant, parce que moi, j'ai vu les deux procédés de chips anciennes, un peu style Miss Vicky. OK. Puis un peu, les autres, c'est vraiment des frites conventionnelles là, comme Frito-Lay. C'est vraiment impressionnant. Mais ça prend vraiment une variété spécifique à eux, à poids spécifique. Fait que dans le fond, chaque marché, sur la table, on appelle ça, nous autres, le prépelage, puis la croustille. Chaque marché a ses variétés propices à ça. Puis chaque semencier a son catalogue de semences. On voici telle variété plus propice pour la table, plus propice pour la croustille, plus propice pour le prépelage, pour la transfo, les frites. Là. Fait que, chaque variété a vraiment son marché niche. Puis j'imagine que chaque marché a son prix ou c'est un prix qui est évalué. Ben c'est qui décide du prix, première des choses, là, des pommes de terre? Ça marche comment, ça, l'établissement du prix? Est-ce qu'il y a une bourse pour ça? Ou C'est avec la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec. Chaque comité, chaque secteur a son comité. Puis le marché de la table, c'est le marché frais. Fait que c'est l'offre et la demande des épiceries, des grands centres, des Sobeys de ce monde. Fait que c'est une entente des spéciaux tout ça. Quand on tombe dans la croustille, mais c'est un prix négocié par la Fédération, un peu le même principe qu'avec Bonduel pour puis tous les légumes de transformation du Québec. Puis dans le prépelage, dans frites, c'est la même chose. C'est un prix négocié année après année avec les transformateurs du Québec.
On s'assoit, les producteurs, on a des membres. Je fais partie du comité prépelage, moi. Puis c'est ça, à chaque année, on s'assoit avec les transformateurs, puis on négocie des hausses, puis on fait des coûts de production, puis surtout avec le prix des intrants qu'on voit cette année, là, c'est un impact majeur là, pour nous, pour la pomme de terre, parce qu'on utilise excessivement d'engrais de fertilisants. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment géré par la fédération, là, les prix. Côté engrais, ça peut ressembler à quoi, mettons, les NPK que tu mets là-dedans? Les NPK, je te dirais, c'est pas mal similaire à la grande culture. C'est sûr qu'on en met. Point de vue azote, tout dépendant des variétés, là, c'est. Comme je me répète, chaque marché, chaque variété a sa recette gagnante. C'est de trouver la recette gagnante selon tes types de sol. Chez nous, là, une rouge, là, quand j'ai dépassé 165 unités d'azote, c'est assez. Parce que sinon, elle ne mature pas à l'automne. OK. Phosphore, on en met beaucoup. Beaucoup. Chaque variété est bien différente. Quand on tombe dans les variétés recettes, on monte à 200, 220 unités d'azote. Ah, tabarouette. Oui, aussi haut que ça. Puis tout dépendant duquel secteur que tu te retrouves. Moi, je suis sur la Rive-Sud. Les nombres de jours, soleil, j'en ai un peu plus. Et vu que je sème plus tôt, fait que si je veux maximiser le rendement, mais il ne faut pas qu'elle manque de gaz à la fin. Fait que sinon, le reste, là, c'est très. On fertilise beaucoup là, en N, c'est normal, comme un peu dans la grande culture, là, mais le restant, c'est énorme. Puis, quand tu parles de le prix, vous autres, le prix est basé comment? À tonne ou à livre? Ou, parce que tantôt, tu disais que tu avais tant de millions de livres dans tes bâtisses. Nous autres, dans les pommes de terre, on marche en quinto. En quinto? Quinto, ouais. Quintal. OK. Explique. C'est quoi ça? Un quintal, c'est 100 livres de pommes de terre. C'est 100 livres ou 100 kilos? 100 livres. 100 livres, OK. Un quinto, c'est 100 livres de pommes de terre. Puis l'ancienne génération, ils vendaient ça à la poche. Ah, cette année, j'ai 325 poches à l'autre de rendement. Mais nous autres, c'est 325 quintaux à l'autre. Okay. Eux autres, c'est des poches de 100 livres. Ils calculaient ça comme ça. Fait que tout ce qui est transjugé en ce moment dans des pommes de terre, autant dans le vrac d'emballage que dans le vrac de transfo, c'est au quinto. Fait que là, c'est une vieille mesure, ça, là. C'est un peu comme les boisseaux. Exactement. Ah bon, mais tabarouette, on va se coucher moins niaiseux à soir, c'est pas pire, ça? Ouais. Ensuite de ça, ça peut ressembler à quoi le prix en vrac comme tu fais? Le prix en vrac comme que je fais, ouais. moyennement vendant, là, on va y aller au prix de la grille de récolte. Là. C'est autour de 9,89 du 100 livres. 9,89 du 100 livres. Oui, à peu près, là, à récolte, là, du champ. Tu récoltes puis tu shippes à l'usine. Puis ton coût de production, il ressemble-tu? Es-tu proche de ça ou c'est-tu ta culture la plus rentable, mettons, ça la ferme, la pomme de terre? La pomme de terre, c'est la culture qui est la plus lucrative, mais qui est la plus difficile. Puis la plus... tu sais, dans chaque production, quand c'est payant, mais tout le temps un risque relié à ça. Oui. Le risque est plus élevé. Dans la pomme de terre, c'est facile de se péter à la gueule, excuse-moi. Oui. Et tu sais, j'ai commencé avec 30 acres, puis je suis rendu avec 370. Je peux pas te dire que j'ai pas vu un œil au beurre noir de fois de temps en temps. Là. Non, mais c'est oui, c'est plus payant. Plus payant un petit peu que la grande culture.
Sauf que ça engendre beaucoup d'équipements différents que tout ce qui est machinerie spécialisée est excessivement cher. Ça peut paraître beau point de vue de monsieur, madame, tout le monde, sauf que c'est exigeant au point de vue émotionnellement, financièrement, puis en temps aussi, c'est très énergivore. C'est difficile à faire de la pomme de terre. Oui, c'est comprenable. Puis là, tu sais, tu fais du maïs, fait que si tu vas circuler ton maïs, on s'entend soit que tu taponnes tes roues de tracteur pour le rapetisser puis le réajuster, ou ben non, t'en rachètes un autre, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, ça commence à faire de la machinerie, tu sais, de la machinerie à patates, les tracteurs à ajuster pour faire des patates, puis des tracteurs pour le blé d'Inde puis les autres cultures. Les autres, à la ferme, le consensus qu'on a fait, c'est qu'on a dédié un à la grande culture. Ouais. Pour le semis, le sarclage. Là, avec l'automotrice, on a réglé un problème, parce que ça aussi, c'est un autre problème, l'arrosage. Ma traînée, c'est le fun de changer l'espacement d'un arroseuse traînée. On n'avait pas tenté des systèmes hydrauliques en dessous de ça pour être capable de faire du 90 ou bien du 36 pouces. Fait que là, tu sais, du 30 pouces ou du 36 pouces. Fait qu'on avait modifié ça, mais là, pour l'instant, on a un tracteur qui est dédié vraiment à l'agriculture, puis les autres équipements, tous les autres tracteurs sont tous dédiés aux pommes de terre parce qu'on est tout le temps dans le champ. Ouais. Mais ton arroseuse automotrice, l'espacement n'est pas ajustable hydrauliquement? Oui. Oui, OK. Oui, mais anciennement, avec ma traînée que j'avais, on avait patenté un système hydraulique pour jouer avec l'espacement, là, parce que sinon, c'était incroyable. Là. Ouais, pour gagner du temps, c'est bien sûr. Ouais. Quand tu commences à récolter tes patates là, au mois d'août, tu fais quoi après ça dans les champs? Tu mets ça en engrais vert ou tu laboures ou tu laisses ça de même puis ça va l'année prochaine? Ben, nous autres, là, on a. Chaque producteur fait sa recette, là, mais nous autres, on a pris comme optique là, jusqu'à mi-septembre à peu près, là, mi-fin septembre, on instaure tous des engrais verts partout. Partout. Puis ceux qu'on fait en milieu fin à août, je te cacherai pas qu'on les détruit parce qu'ils ont profité excessivement. Puis là, c'est parce que dans nos lombes, si on laisse ça comme ça sèche pas au printemps. Ouais. Ceux qu'on a fait début, mi-fin septembre, on les laisse comme ça tout l'hiver parce que ils sont pas rendus à 12, 15, 16 pouces de haut. Là. Fait que, puis on donne un coup de chisel en 45 pour éliminer toutes les petites vagues de rang. Puis c'est un processus qu'on a fait, puis un protocole qu'on a déterminé, puis ça fait une belle recette chez nous. Puis ça laisse un beau couvert végétal pour tout l'hiver, puis on fait ça à grandeur. As-tu des mélanges spécifiques ou tu y vas, mettons, bien basic avec juste de l'avoine, par exemple? Je suis bien basic. Là, on va instaurer des nouveautés pour l'année prochaine pour éliminer certaines maladies dans la pomme de terre, exemple la verticilliose, la rhizoctonie, des études qui ont été faites avec la moutarde. Parce qu'on va faire les tests. Là, moi, j'aime bien ça, c'est des affaires. Puis c'est un agronome de l'Ouest canadien qui m'a informé que la moutarde avait des effets positifs pour éliminer les maladies dans le sol, surtout pour la verticilliose. Fait que, on va essayer ça. Ah, ben là, t'as rien à perdre, c'est bien sûr. Puis, t'avais quelqu'un dans ton rang qui faisait aussi de la pomme de terre quand t'as commencé. Il en fait-tu encore? Oui, exactement. Dans le fond, quand on a commencé avec les jardins Claude Elouza parce que s'équiper dans la pomme de terre pour 30 acres, ça n'avait pas de bon sens. Non, c'est clair. Parce que ça prenait le planteur, ça prenait les renchausseurs, ça prenait les récolteuses, ça prenait l'endonneuse, ça prenait les convoyeurs pour charger les ventes en vrac. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'investissements, puis on ne savait pas si ça allait fonctionner. Fait qu'on a commencé avec eux autres. Eux autres aussi, ont continué à en faire. Je pense qu'ils produisent autour de 200 acres de pommes de terre maintenant. On a commencé tous les deux à 30 acres. Fait que, on a eu une belle évolution. Là, puis c'est drôle parce que Saint-Navarre, c'était
le village du maïs sucré. Puis là, c'est quasiment rendu le village de la pomme de terre. Là, depuis 10 ans, là, on voit de plus en plus de champs de pommes de terre. Puis c'est super beau en plein été, là, fleuri. Là. OK, il y a plus que vous deux, là, toi et ton voisin, qui fait de la pomme de terre, là, à cette heure. Non, il y a juste nous, OK. nous deux, mais c'est parce que avec 570 acres de production dans la paroisse Saint-Namas, dans le village, ça fait beaucoup de terre là, autour de la principale là, qu'on voit des champs de pommes de terre. Fait que on dit crime. Tu peux le maïs sucré, c'est rendu les pommes de terre, la vedette. Ouais, le festival de patates de Saint-Damas. Ouais, À venir bientôt. Il va y avoir des tirs de tracteur sur un champ de patates. Ouais, exact. Hey, tes rotations, ça ressemble à quoi? Moi, quand j'ai commencé, j'étais à 1 an sur 5. Puis, dû à ma problématique de superficie de terrain que j'ai de la misère à trouver, puis dû au prix des terres qui sont excessivement chers, Oui, c'est clair. on est rendu à 1 an sur 4, 1 an sur 3. 1 an sur 3 de patates. Ouais. Les autres années, c'est quoi que tu fais? Je fais maïs sucré. Je fais pas 370 acres de maïs sucré, là, mais globalement, j'essaie de reprendre le payback de l'engrais que j'ai mis dans mes pommes de terre OK. pour dans mon maïs sucré. Fait que j'essaie de maximiser toutes mes parcelles de maïs sucré sur un tour de pommes de terre. Pour ça, je reviens avec un maïs grain. Puis je reviens en pommes de terre. Puis là, je mène que ton maïs grain, lui, avant d'arriver avant de faire des patates, tu dois labourer ton champ. Exactement. Pour essayer d'avoir un peu plus. conventionnel. Ouais, pour essayer d'avoir un peu plus de mie, mettons, pour faire tes billons au printemps ou quoi que ce soit, là. Exactement. Je suis vraiment un producteur très, 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 très conventionnel de travail de sol. J'ai pas le choix parce que ma culture ne me le permet pas. Je pourrais pas dire que c'est pas l'envie qui me manque de faire du travail minimum, mais dû à la pomme de terre, j'ai pas le choix de travailler mon sol pour me créer d'autres facilités dans le renchaussage, dans le semis, puis la gestion des résidus aussi. Oui, Maïs oui. grain, c'est beaucoup de résidus, là. Puis, ben, beau que tu as une bonne matière organique dans le sol, au bout de 3 ans, il en reste encore des cotons. Puis, on en retrouve quand on récolte. Ouais. Fait que c'est un peu ça, là. Tout est labouré. Puis, ensuite de ça, bon, là, ton maïs, OK, tu récoltes ton maïs, tu laboures ton maïs. On n'a pas le choix, là. On comprend ça, là. J'avais une idée. Là, je l'ai complètement perdue. Bon. C'est pas grave. C'est fidèle. Je suis fidèle à mes habitudes. Puis là, tu refais. OK, oui, c'est vrai, il y avait tes haricots que tu faisais, là. Puis, oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Dans un podcast précédent avec Louis Pérusse, lui, en fait, il a réussi à mettre un système SVC un peu dans les pommes de terre, sauf qu'il y avait un an. On sentait que là, ça dépend de la situation financière des entreprises, là, mais il y avait un an qui laissait juste pousser en engrais vert. Puis l'année d'après, quand il arrive à faire des patates, là-dedans, on s'entend qu'il y a la patate, la terre est friable, capable d'en faire des patates là-dedans. Là. Mm-hmm. Je sais pas si tu avais écouté ce podcast-là. Là. Mais, ouais, j'ai écouté. Puis c'est rendu de plus en plus populaire. Là, je te dirais que c'est la grosse tendance dans le domaine de la pomme de terre parce que le problème dans la pomme de terre, c'est les rotations. Puis je pense qu'il est arrivé certains incidents dans le passé que les producteurs ont vécu, puis parce que leur éducation dans la rotation, ils n'avaient pas, parce que la culture première, c'est la pomme de terre, puis that's it. Puis maintenant, c'est beau de voir ça. Les gars ont lâché les grandes cultures, surtout dans les sols hyper légers, là. Hyper légers pour aller chercher, leur donner une structure d'un sable, le sable de poux, j'appelle. Se met un engrais vert. Ça a un impact hyper positif, mais ça a un impact financier aussi. Là, pour nous, moi, je ne suis pas rendu là encore mentalement, ben honnêtement. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, j'aime bien virer avec mon maïs sucré, mon maïs grain, puis on est déjà tout équipé pour le faire. Puis
ça a un beau payback, là, une culture un maïs grain sur un retour de pomme de terre, là, c'est incroyable de voir le rendement qu'on sort là, puis le poids spécifique, là, c'est... Parce que, il reste quand même de l'engrais qui n'a pas été consommé des pommes de terre, là. On va chercher un beau payback, là. Est-ce que tu fais des épandages de fumier ou de boue, peu importe, dans tes champs? Non, nous autres, c'est vraiment tout de l'engrais de synthèse qu'on utilise. On envisage d'utiliser de plus en plus des fumiers. C'est dans l'optique de la ferme d'essayer d'augmenter notre matière organique. Parce que moi, j'ai pas des boues chez nous. On s'entend que ça, c'est des boues humaines, mais tu sais, il y a différents types de boues. Puis il y avait un type de boue qui me disait, c'est comme du calcium que tu amènes, mais qui ne fait pas varier le pH. Puis ça, c'est quelque chose qui est recherché surtout chez les producteurs de pommes de terre, où la patate elle a un besoin en calcium, mais elle a encore besoin de son sol acide. Fait que là, la boue vient... C'est pas des boues chaulantes, mettons, là. Exact. Ouais, c'est une belle alternative. Puis j'ai des collègues dans le pomme de terre dans le coin du Lac-Saint-Jean qui utilisent ça. Puis c'est vraiment bénéfique de leur côté. OK. Parce que tous mes engrais de synthèse sont à base de calcium. J'essaie le plus possible. Là, ça a un effet vraiment positif sur le rendement puis sur le tubercule aussi. OK. Ouais, parce que dans les patates, là, ça a l'air de répondre pas pire parce que c'est sûr que dans le maïs, admettons, tu y mets quelque chose de spécial, mettons, dans l'engrais. Tu as une plus grosse masse racinaire, mais il faut que ça se traduise aussi dans le grain rendu en haut. Là, la patate, ce que tu récoltes, c'est la racine. Exact. Ce qui est le fun de la pomme de terre, mais moi, je le dis tout le temps, là, puis ça fait pas des années que j'ai derrière la cravate. Là, je fête ma 10e saison cette année. Puis la pomme de terre, c'est un trésor caché. Puis quand tu arrives pour récolter, tu l'as cajolé tout l'été, tu as tout mis en œuvre, tu lui as donné son garde-manger. Parce qu'une pomme de terre, c'est paresseux. Tu lui donnes la bouffe à même la bouche, elle va tout gaver. C'est une culture qui répond à tous les effets, les biostimulants, les engrais foliaires, ça fait kaboum dans le champ tout le temps. Fait que tu dois mettre du litho aussi, j'imagine? C'est pas mal du calcium, ça? Oui, c'est ça. Exactement. Je serais menteur de te dire que je ne l'utilise pas. On s'entend que tu ne vas pas en faire à coop dans ce cas-là. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, sérieusement, on a fait des tests dans la même parcelle, litho, engrais générique, puis sur le poids spécifique, sur le calibre, sur le rendement, il y avait une bonne différence. Ça répond bien. Oui, ça répond bien, exactement. Je dis pas que la compétition n'a pas d'autre chose d'aussi bon, mais chez nous, moi, c'est vraiment ça que j'utilise, puis ça répond excessivement bien. Des patates en biologique, c'est-tu quelque chose qui est faisable? Ça doit être assez tough vu que c'est sensible aux insectes et aux maladies. Ben, j'ai dans mes débuts de carrière, j'ai rencontré un producteur dont j'avais acheté son andonneuse, puis j'ai rencontré son genre, sa fille, puis c'est rendu des gens que je côtoie maintenant, puis qu'on se voit au moins une fois par année au colloque de pommes de terre. Puis eux autres, ils en font un franc succès, là. Ils ont du conventionnel, puis ils ont aussi du biologique, puis ils réussissent hyper bien. Mais ils en font pas 500 autres. Tu entends? Non. Ça prend une régie hyper précise, tu sais. Fait que oui, c'est faisable. Comme je me répète, dans toutes les productions de biologique, à une certaine échelle. Surtout dans le maraîcher. Ouais, surtout dans le maraîcher, là. Exactement. Fait que tu sais, que ça soit dans les pommes de terre ou dans X nombre de légumes, ça se fait, mais à une certaine échelle. Ce que je pense. Je peux me tromper, je ne suis pas devin, mais en conventionnel, ça répond bien. Puis c'est parce que ça revient toujours à ce que le consommateur veut avoir, un produit parfait. On achète avec nos yeux,
Puis qu'il y ait une piqûre d'insectes sur la pomme de terre, qu'il y ait une gale parce que tu n'as pas pu mettre X produits dans le sol. Ou, ça devient difficile là, pour le producteur de pommes de terre d'arriver avec un produit parfait dans le biologique. Il y en a qui réussissent hyper bien. Je serais menteur de te dire non. Fait que, c'est ça. Sais-tu qu'est-ce qui est le pire que de trouver un verre dans une pomme? Non, je vais t'écouter. Une moitié de verre. C'est pas pire. Où c'est que tu te vois dans 10 ans? Avec tous les projets que tu as, puis de la manière que tu vois la ferme, je sais que tu veux t'aimerais ça avoir plus grande terre en location ou en posséder, peu importe. Moi, dans le fond, Christian, moi, c'est bien simple. Moi, tu sais, dans la vie, il faut que tu te fasses des objectifs, des buts à atteindre. Moi, mon but à atteindre pour les 10 prochaines années, puis je sais que je vais réussir, il faut être positif. Moi, je voudrais avoir 500 acres de production de pommes de terre, monter à 2000-2500 acres de production, avoir une belle rotation saine, puis avoir ma récolteuse de motrice. Je rebâtirais d'autres entrepôts pour... j'aurais pas le choix parce qu'à 500 acres, ça prendrait d'autres pieds carrés. Puis avoir un beau centre de grains là, pour... parce que j'aurais pas le choix là, à grandeur de maïs grain puis de soya. Puis j'aurais pas le choix de faire du soya aussi parce que je peux m'emmener des rotations. Là. Avoir un beau centre de grains pour gérer mes grains. Puis je sais que je vais réussir. Puis je sais je m'en œuvre tout ça. On regarde des alternatives pour utiliser une nouvelle machine pour optimiser la production de pommes de terre, optimiser la production de maïs grain, puis tout le temps à l'affût des nouvelles technologies. Là, comme toi, il faut se tenir au courant. Moi, je suis un gars qui aime être dans la locomotive, pas dans le dernier wagon en arrière. Tirer ses flûtes, là, go, on avance. Je suis vraiment comme ça. Fait que ça va peut-être prendre plus que 10 ans avant que j'aie ce qu'on veut avoir, puis ce que je veux avoir. Mais je suis très confiant qu'on va l'avoir. Il faut être positif dans la vie, puis c'est un peu mes objectifs pour les 10 prochaines années. Pour léguer quelque chose à mes enfants, mes 3 filles, on ne sait pas, ça peut être ma relève. Il faut envisager ça, puis faut faire ce que mon père a fait, amener l'entreprise à un autre niveau, puis moi, je veux amener l'entreprise à un autre niveau, puis si mes filles sont intéressées, de l'amener à un autre niveau aussi. Ah, c'est bien parfait. C'est une belle fin, ça. Écoute, Pierre-Luc, je te remercie énormément pour tout ton temps, puis nous expliquer un peu la production de pommes de terre, les marchés, puis tout ce qui s'ensuit. Donc, je te remercie, puis en tout cas, au plaisir de se voir un jour. Et puis, merci à toi, Eric et Christian. Christian, je m'appelle Christian. Débaptise-moi pas quand même. Puis tout le monde, je vous remercie beaucoup d'être resté à l'écoute jusqu'à la fin. Donc, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible, puis on se dit à la prochaine. Salut!